Bon, j'espère qu'il a bien enregistré aussi la vidéo. Je vais repartager l'écran. Est-ce que vous le voyez bien? Ouais. Ouais, nickel. Parfait. Vous voyez pas la barre au-dessus, c'est tout bon? Non. Ok, parfait. Eh ben, bonsoir. Du coup, l'horaire n'était pas le plus simple, donc il y a pas grand monde, mais bah, vous le verrez sûrement en replay. Donc, si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter à les poser directement sur Insta ou sur le mail. Le mail, c'est contact@cap, donc cap-du6 prévention.com. Donc là, le but, c'était de refaire un retour rapide sur la préparation que j'ai faite pour le marathon de Milan, qui s'est fait sur globalement, enfin depuis le 1er janvier à peu près. Voilà, et ça s'est passé, bah, vous le verrez sûrement, on en parlera à la fin. Le but, c'est d'analyser aussi la course et de pouvoir bah, expliquer ce qui s'est bien passé sur la prépa, ce qui s'est mal passé, et puis de montrer aussi bah, les parties clés un petit peu de la prépa. Alors, je suis perdu sur la souris. Tac. Donc, pour mettre un petit peu de contexte, moi j'ai fini la saison 2025 par le Grand Trail des Templiers fin octobre. Et du coup, s'en est suivi bah, 15 jours de coupure, enfin c'était plutôt 10 jours. Et après, j'ai repris un peu par du sport à la cool, à l'envie, pas trop de manière structurée. Et j'en ai profité parce que on faisait une batterie de tests, c'était début novembre. Et donc, je me suis auto-testé sur un test à pied avec des lactates pour bien recalibrer mes zones FC. Du coup, c'était plutôt pas mal parce que ça a collé à mes ressentis. Et en fait, avant, mes zones étaient trop basses, notamment sur mon SV1 qui était 2-3 pulses un petit peu plus haut que ce qui était calibré l'année dernière. Et du coup, dans l'hiver, le but, c'était de préparer un 10 km. Et finalement, j'en ai préparé un, puis deux, puis trois. Le premier, ça s'est très mal passé parce que le parcours était absolument catastrophique au 10 km, à la corrida de Faverges. En fait, c'était 4 boucles de 2,5 et à chaque fois, il y avait au moins 800 mètres de trail. Et en plus, en fait, on doublait les derniers, donc c'était un peu le carnage et c'était pas du tout plat. Donc là, j'ai fait un chrono qui était vraiment pas celui que je venais chercher. Je sais plus, ça devait être 38 et quelques. Enfin voilà, c'était un peu catastrophique. Et du coup, j'en ai fait un autre juste après Noël, entre Noël et le Nouvel An, dans la région de ma conjointe. Et du coup, là, j'ai fait 36-20 sur un parcours, il y avait peut-être 60 ou 70 mètres de dénivelé encore, donc c'était quand même encourageant. Et du coup, j'en ai profité aussi dans l'hiver pour tester un protocole de double seuil, on va en parler juste après, enfin double seuil ou double tempo. Et puis, à côté de ça, bah, comme d'hab, du renfort, notamment en force, entre 1 à 2 séances par semaine. Et puis, la nouveauté de cette année, c'était. Alors, l'année dernière, je faisais déjà du ski de fond, parce que c'est pas très loin de chez moi. Enfin, en tout cas, un petit peu de ski de fond, mais j'ai passé le pas, j'ai acheté des skis de rando. Alors, c'est pas du grand ski de randonnée que j'ai fait en montagne. Je me suis pas trop engagé. Je suis resté en station sur les bords de piste, mais ça m'a permis de découvrir tranquillement ce sport et je trouvais ça vraiment hyper chouette. Et du coup, pour parler rapidement du protocole double tempo ou double seuil, c'est suite à la vidéo de Runway sur la prépa d'Étienne Daguinos, d'ailleurs, que je vous recommande, parce que c'est vraiment une super, super vidéo aussi sur la programmation. Alors, peut-être à un niveau sur lequel c'est un peu moins parlant pour le grand public, on va dire. Mais du coup, je me suis dit, mais c'est cool en vrai, franchement, j'ai jamais fait de double seuil. C'est hyper intéressant. Par contre, je me suis dit, ok, tu vas plutôt faire du double tempo que du double seuil, parce que le défaut qu'on voit souvent, c'est que les gens ils font beaucoup trop d'intensité sur ces 2 journées-là. En tout cas, ils ne respectent pas bien les zones, alors que le but, c'est plutôt d'accumuler du volume sur une même journée. Et du coup, je trouvais ça intéressant, notamment en vue de la préparation marathon, parce qu'au final, avec des séances, une le matin plus une le soir, on montait vite à des journées entre 25 et 28 bornes. Donc, je trouvais ça intéressant d'un point de vue physio, oui, mais surtout d'un point de vue mécanique, c'est d'être capable d'encaisser à peu près 30 km dans la même journée. Et ça, j'ai trouvé ça hyper bien, parce que des fois, sur la route, j'ai des petites sensibilités fémoro-patellaires à mon genou gauche. Et du coup, ça s'est plutôt bien passé cette année là-dessus. Donc ça, c'était vraiment chouette. Et le but, c'était vraiment de contrôler les allures et pas de se laisser avoir par son ego à dire je vais aller plus vite que prévu. J'étais vraiment à chaque fois dans des paces hyper raisonnables. Et finalement, les journées, c'était presque en ressenti facile, en tout cas pas si dur que ça. Et là où j'ai eu de la chance, c'est que bah, moi, je peux adapter mon emploi du temps. Et je pense que c'est vraiment indispensable quand on fait du double seuil, c'est de pouvoir caler une sieste au milieu et puis d'avoir aussi un vrai regard sur l'alimentation. Alors,
je suis pas du tout nutritionniste, mais je faisais attention à avoir un apport glucidique conséquent pendant mes 2 séances et aussi avant mes séances. Donc en gros, le matin, c'était gros petit-déj, je m'alimentais sur la séance du matin. À 11 heures, je prenais une espèce de petit goûter, gros repas le midi, sieste après, et puis j'allais m'entraîner dans l'après-midi avec à nouveau des prises de glucides hyper régulières. Et en gros, moi, je fonctionnais au sirop dans la flasque et puis des gels en plus en début de séance. Et donc là, je vous ai mis le protocole. Donc la journée 1, c'était en gros, en fait, à chaque fois, le matin, c'est du tempo. Et on va dire que le soir, c'est plutôt une allure à peu près zone 4, SV2. Sauf que finalement, comme c'est des allures assez courtes, le cardio n'a pas toujours le temps de monter, surtout en début de séance. Ça va plutôt dériver petit à petit. Et donc au début, la première journée, c'était 8 fois 2 minutes le matin et le soir, c'était 10 fois 300. Et la dernière journée, c'était 4 fois 2000 le matin et le soir, c'était deux séries de 5 fois 500. Donc à peu près mon tempo, moi, je le faisais aux alentours des 4, 10 au kilomètre. Donc en fait, c'est à peu près mon allure marathon, on le verra après. Et puis après, quand c'était des 300, 400 ou 500, ça tournait plutôt sur mon allure semi, donc c'était plutôt des allures aux alentours des 3,40. Hop. Donc, si on reprend un petit peu, du coup, on dézoome, la préparation pour Milan, qui était le 12 avril, ça a duré sur 14 semaines. Et pour mettre un petit peu de contexte, du coup, ma vitesse critique, elle est aux alentours des 3 minutes 40. J'ai pas fait de test pour vraiment l'évaluer, mais je me suis servi des 10 kilomètres et de mon chrono au semi qui date de février 2025. Et du coup, pour mettre un peu euh, un ordre d'idée sur mes anciens chronos, sur mon RP sur 10 km, du coup en décembre 2025, il était à 36 minutes 20, donc ça fait du 3,37 au kilo. Ça va changer un tout petit peu après dans la prépa. J'avais fait un semi à Cannes en février 2025, et donc là, l'allure c'était 3,42 pour un chrono de 1,18 et 20 secondes. Et après, c'était mon. Du coup, j'ai déjà fait 2 marathons qui se sont tous les deux très mal passés. Enfin, le premier, ça allait, mais c'était il y a 9 ans quand j'ai commencé la course à pied où j'ai fait 3h57. Donc c'était bien, mais évidemment, c'était très dur. En plus, c'était celui de Bordeaux que je déconseille parce qu'il est de nuit et du coup, on finit bien tard. Je crois que j'avais fini à minuit sous la pluie. C'était pas la meilleure expérience. Et puis après, en mai 2022, j'étais à Copenhague. Je partais sur des bases de 3h15. Je m'entraînais un petit peu, mais c'était pas hyper encore structuré. Et cette semaine-là, je suis tombé vraiment malade. Une belle gastro, je vous passerai les détails. Et du coup, je me suis senti hyper bien pourtant le jour J. Et en fait, je pense que le corps était fatigué et j'ai explosé hyper rapidement. Peut-être c'était aux alentours du 25e de mémoire et j'avais dû finir en alternance marche-course. Du coup, j'avais fait un chrono un peu éclaté. Enfin, par rapport à mon objectif, c'est pas du tout le but de dire que c'est éclaté 4 heures, mais par rapport à mon objectif, j'ai pris plus de 40 ou 45 minutes. Donc, c'était vraiment le chemin de croix sur la fin. Et donc là, je vous ai mis sur le screen les volumes au long de l'hiver. Et donc, voilà, il y a aux alentours max de 10 heures d'entraînement l'hiver, ce qui me semblait déjà pas mal parce que on en reparlera après. Mais la spécificité, c'est que je suis habitué à faire 10-12 heures en course à pied, mais en trail. Et du coup, les vitesses de déplacement sont beaucoup plus lentes. Alors que sur route, c'est quand même beaucoup plus impactant et spécifique parce qu'on court beaucoup plus vite et il y a du coup aussi pas du tout de marche. Donc là, du coup, le but, c'est de reprendre un peu semaine par semaine. À chaque fois, en haut, je vous ai mis la semaine de l'année. Donc ça, c'est la semaine numéro 2, mais c'est la semaine 1 de la prépa, globalement. Avec l'objectif un petit peu du cycle. Je vous ai mis le volume en course à pied. Ici, là, vous avez le volume à chaque fois, mais c'est le volume total. Donc ça va inclure les distances de ski de fond et de ski de rando. J'ai pas fait de home trainer cet hiver. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis que le volume en course à pied. Et puis après, je vous ai détaillé les intensités qui sont un petit peu les séances clés de chaque semaine. Pour ceux qui ne sont pas habitués à Nolio et cette vision-là, euh, les couleurs correspondent à mes sensations. Quand c'est vert clair, c'est que c'est des très bonnes sensations. Quand c'est bleu, c'est que c'est bien. Quand c'est jaune, c'est que c'est moyen. Quand c'est orange, c'est que c'est pas bien. Et quand c'est rouge, c'est que c'est vraiment pas bien du tout. Donc la première semaine, on était à un volume assez faible. Le but, c'est de refaire une reprise hyper progressive du volume. C'est un truc qui me tient à cœur. Et du coup, le lundi, souvent, j'allais à la piste avec un ami qui faisait globalement les mêmes courses que moi. Donc la première fois, c'était 3 séries de 200, 400, 600. Le mercredi, c'était encore
un développement des hautes intensités avec 5 fois 3 minutes en zone 5. Et puis le samedi, c'était une allure spé 10 km parce qu'on a décidé de refaire un 10 km. Il en fallait bien un troisième dans l'hiver. En tout cas, ça me tenait à cœur en fait de passer sous les 36 minutes. Et puis il y avait une course pas trop loin où pas mal de potes y allaient. Donc bah, j'ai pris mon dossard aussi. Et du coup, là, on avait fait 3000, 2000, 1000. Il me semble qu'on les avait passés en 3,32, 3,33 à peu près. Donc un peu plus rapide que l'allure 10. La S3, donc on est toujours sur le cycle de développement général avec du SP 10 km. Donc il y avait 6 km de volume en course à pied. Et les intensités là dans la semaine, c'était 12 fois 400 le lundi. Et puis le vendredi, c'était la quatrième journée de double tempo ou double seuil. Donc le matin, c'était 6 fois 1200 au tempo. Et le soir, c'était 16 fois 400 à peu près allure semi-marathon. Et du coup, je ne l'ai pas trop relevé, mais là, on voit que je faisais aussi de la musculation, notamment ici, là, c'était le mardi 45 minutes, et puis le jeudi 38 minutes à peu près. Et puis, il y a aussi du sport croisé avec notamment du skating, enfin du ski de fond le mercredi et le dimanche du ski de rando. La quatrième semaine, donc la troisième de prépa, on est toujours sur le même cycle. Là, c'était 71 km de course à pied. Le lundi, à nouveau sur la piste, et la séance était une double pyramide, donc c'était 400, 600, 800, 800, 600, 400. Et le samedi, c'était la première séance à allure marathon. Et donc, enfin, c'est pas vraiment des séances spécifiques marathon, c'est plutôt des séances bah, d'introduction, parce que le volume total n'est pas si élevé pour une allure marathon. Et donc, c'était 3 fois 3000 mètres. Et du coup, au début, j'étais parti sur l'objectif de faire à peu près 4 minutes au kilomètre par rapport à mes anciens, enfin, par rapport à mon chrono du semi. Et je me suis servi d'un indice en course à pied qui est un peu l'équivalent de la cote ITRA. Et ça me disait à peu près que mon allure pour le marathon, ça devait être 3,55, mais je préférais être assez prudent. Voilà. Et puis là, à nouveau, de la muscu, du ski de fond et du ski de rando. Pour la semaine numéro 5, toujours dans le même cycle, là, le volume en course à pied commence à être un peu plus conséquent. On s'approche des 80 km par semaine. Et là, c'était peut-être une semaine un petit peu gourmande en termes d'intensité. C'est pas un truc que j'aurais mis à mes athlètes, mais bon, parfois c'est les cordonniers les moins bien chaussés. Le lundi, j'ai fait une séance de piste, donc c'était 3 séries où on faisait au début 4 fois 200 récup courte, et après il y avait 800 mètres, donc ça c'était 3 tours comme ça. Le mercredi, c'était la journée double tempo, donc avec 4 fois 2000 au tempo, et le soir, c'était 2 séries de 6 fois 500 à allure semi-marathon. Donc là, ça fait déjà 3 séances d'intensité le mercredi soir. Et en plus de ça, le samedi, il y avait 3 fois 4000 à allure marathon. Donc toujours aux alentours des 4 au kilo. Et là-dessus, j'ai rajouté du ski et de la muscu. Donc là, c'est peut-être une semaine un petit peu gourmande, pas forcément en termes de volume, parce qu'il y avait que 9h45, mais plutôt en termes d'intensité, avec 4 intensités dans la semaine. C'est un truc que je ne suis pas du tout habitué à faire. D'habitude, je suis plutôt aux alentours des 2 intensités par semaine. La semaine numéro 6 du coup, c'était la semaine du 10 km. Donc là, j'ai bien divisé mon volume d'à peu près, je suis passé à peu près à 60% de ce que je faisais la semaine précédente, parce que là, je suis tombé de 78 à 46 km. Et du coup, le lundi, j'avais fait 3 fois 1000 allure 10 pour se recaler un petit peu dessus, et puis 400 mètres bien rapide. Et puis le samedi, j'avais fait un déblocage assez classique. Et là, on voit que ça avait été assez dur. J'étais complètement cramé le mardi. Et du coup, le lendemain, j'avais fait ski de fond avec un pote pour croiser un peu. Et j'avoue que moi, dans mes semaines d'affûtage, j'aime bien prendre des jours de repos complet. Ça me fait du bien. Je pense que c'est plutôt aussi par rapport à l'organisation de la journée que ça allège pas mal la journée de ne pas avoir à penser à l'entraînement, à se changer. Parce que oui, il y a les minutes où on fait du sport, les heures où on fait du sport, mais il y a aussi bah, s'habiller, se changer, prendre sa douche, etc. Et souvent, ça prend quand même vite, à peu près 2 heures dans la journée. Et du coup, après, on est allé à 1 heure de chez nous, il y avait le 10 km du run givré. Et du coup, bon, on a fait un petit échauffement en groupe, on a fait la course, et puis on a fait une petite récup.
Hop, et là, du coup, là, on est sur les données de la course. Donc là, je suis plutôt content parce que j'ai enlevé 23 secondes par rapport à celui que j'avais fait entre Noël et le Nouvel An. Parce que du coup, je passe sous les 36 minutes en 35,57. Et du coup, là, ce que j'avais fait, c'est que j'avais calculé sur le premier split de 5 kilomètres, j'avais divisé la FC moyenne par l'allure. On tombait sur un ratio d'efficience de 10,25. Et sur la deuxième partie, j'avais fait la même chose, on était sur 10,50. Il y avait une légère dérive, mais ça allait encore. Voilà, et puis on peut voir aussi la FC, où on voit que quasiment le deuxième tour, c'est quasiment tout en zone 5, et qu'à la fin, j'étais un petit peu ric-rac parce que le parcours n'était pas du tout roulant. Il y avait 70 mètres de dénivelé, il n'y avait quasiment pas de plat. Et du coup, j'ai dû finir en sprint pour passer sous les 36 minutes, mais voilà, c'est passé, et du coup, c'était quand même bah, un premier objectif, on va dire, accompli dans l'hiver. Et du coup, là, sur cette course-là, j'ai mis les chaussures carbone. La semaine suivante, enfin même les 2 semaines suivantes vont être un petit peu perturbées, plus par le plan perso. La S7, du coup, le but c'était d'assimiler. Et puis bah, j'avais l'anniversaire d'un pote à Nantes le week-end. Donc le volume en course à pied, il a réaugmenté. Je suis repassé à peu près 80 km. J'ai attendu le mercredi pour faire une intensité. Et là, on a fait 10 fois 1000 mètres à allure marathon. Alors normalement, c'est censé être une séance facile sur le papier. Et avec mon pote qui avait aussi fait le 10 km avec moi, on était complètement dans le dur ce jour-là. Pourtant, on s'est alimenté, pourtant les conditions n'étaient pas si mal. Mais clairement, en fait, il y avait un reste de fatigue. Et ça, si je devais le refaire ou le conseiller, bah, je mettrais peut-être le jeudi ou le vendredi pour encore attendre un peu plus que 2 jours de récup, mais mettre un petit peu plus tard. Et du coup, le vendredi, c'était une journée off parce que j'étais dans les transports dans le train. Et le dimanche, on a fait une sortie longue où on a fait une espèce de fartlek, chasse à l'homme avec ma copine et un pote. En gros, il y en a un qui menait l'allure et puis les autres suivaient et ils disaient la durée et puis l'allure. Donc, AS8, donc là, retour de Nantes. Et le week-end après Nantes, je suis parti directement à Montpellier, donc ça faisait pas mal de transport. Et là, ça m'a fait un volume à peu près de 73 km. Le lundi, ça s'est très mal passé parce que j'étais vraiment fatigué de mon week-end. On a fait un peu la fête, plus les transports, plus la bouffe, plus l'entraînement. Bah voilà, il y a un moment où ça coince un peu. Donc j'avais fait 8 km et ça avait été assez dur. Je crois que c'est l'une des seules sorties de ma prépa où j'ai mis le débrief vraiment pas bien du tout. Et j'ai attendu le mercredi pour faire une séance marathon. Alors pour moi, on n'est plus trop sur de l'introduction, mais ça commence à être des séances spé marathon. Là où j'ai fait 3 fois 5000 mètres à allure marathon. La récup, je sais plus trop, ça devait être peut-être 5 minutes. Et du coup, là, j'étais aux alentours des 4 kilos encore. Mais la particularité, c'est que je l'ai fait sur piste. Je sais plus pourquoi, mais à mon avis, le bord du lac à côté de chez moi devait être inondé je crois, à ce moment-là. Ça arrive l'hiver et du coup je l'ai fait sur piste. Donc mentalement c'était un peu challengeant, mais c'est vrai que ça aide sur piste. Les allures sont quand même bien plus simples à passer. Et puis le week-end, je suis tombé un peu malade quand j'étais à Montpellier. Et puis en plus, bon, c'était la thèse d'un copain le vendredi soir, donc je vais pas vous mentir qu'on a fait un peu la fête et que je me suis couché tard en ayant bien profité. Et en fait, la Sotaroc devait être le week-end d'après, et d'avant, pardon, elle a été annulée à cause de la pluie. Et un athlète, du coup, j'ai pu racheter le dossard d'un athlète. Et du coup, je suis allé sur la Sotaroc, qui est une course bien réputée sur Montpellier. Et bah, de prime abord, c'est pas forcément un truc hyper spécifique au marathon. Mais déjà, moi, j'en avais un peu ma claque de courir sur le bord du lac et de faire des allures route. Et du coup, je me suis dit que la durée de course était assez proche du marathon. Donc, d'un point de vue physiologique, je trouvais que ça faisait sens. Du coup, j'ai pris le dossard et ça a duré environ 2h36. Voilà les données un petit peu de la course. Donc, c'était 2h36 pour un peu moins de 25 bornes et 1150 de dénivelé. C'était assez technique. Il n'y a pas de grosse montée. Ça ressemble un peu à un profil des Templiers avec des plus 300, moins 200, plus 300, moins 400. Euh, mais c'est assez technique, pas mal de singles. Et voilà, ça s'est plutôt bien passé malgré le fait que je sois un petit peu malade. Mais le pacing, je pense, a été globalement très correct. La semaine 9, c'était la première semaine à 100 km. Et donc là, on va vraiment passer dans une phase où le but, c'est de faire du volume, d'accumuler du volume sur 5 semaines et de vraiment se focus sur les allures marathon. À noter que souvent dans mes prépas précédentes, alors ça c'était plus pour le trail, avant, il y a un an ou deux, je faisais une semaine à 100 bornes.
avant de faire mon affûtage. Et puis l'année dernière, avant les Templiers, j'ai réussi à faire 2 semaines à 100 bornes. Et là, je me suis dit, bon, on est sur route, j'ai envie de tester un petit peu plus. Et du coup, je voulais faire 3 semaines à 100 km avant mon marathon. À noter que c'est pas 3 semaines consécutives. Et ça va être impacté clairement par ma vie pro, surtout. C'est qu'en fait, là, je vais faire une semaine à 100 km la S9. La S10, j'ai été perturbé parce que j'avais des contraintes pro, donc je me suis entraîné moins. La semaine 11, j'ai refait 100 km. La semaine 12, j'avais des contraintes. Et la semaine 13, j'ai refait 100 km. Du coup, ça faisait un peu une semaine sur deux à 100 km, ce qui me semblait aussi plutôt bien d'un point de vue entraînement. Et surtout, moi, il faut vraiment que j'adapte ma charge par rapport à ma vie perso, parce que si j'essaye de caler tout en même temps, je sais que globalement, ça ne va pas tenir longtemps. Donc voilà, la semaine 100 km. Le mercredi, ça commence avec une séance assez costaud sur marathon avec 18 km à allure marathon. Donc c'était 3 fois 6000. Et le vendredi, j'ai voulu suivre des potes qui étaient sur une séance. En plus, il faisait chaud. Là, j'ai explosé sur la séance. Donc je me rappelle plus trop, mais en gros, c'était aux alentours des 4-10 et il fallait accélérer pendant une minute, re 5 minutes à 4-10 et ça pendant une demi-heure, 40 minutes, j'ai explosé parce que j'étais fatigué ce jour-là. Du coup, le lendemain, j'ai récupéré. Et puis le dimanche, une sortie longue en trail parce que j'avoue que c'est quand même ce que je préfère pour faire un petit peu de volume. La semaine 10, du coup, on est toujours sur le même cycle. Et voilà, là, la contrainte que j'ai eue, c'est qu'avec Antoine, on a donné une formation sur la prévention et le renforcement musculaire du coureur à Dijon. Donc, c'était le samedi, dimanche. Mais dès le vendredi, j'ai pris la route. Donc, bah, forcément, ça faisait 3 jours où j'ai pas pu faire trop de volume. Donc, j'ai réduit et ça a fait une semaine à environ 66 km. Le mardi, j'ai fait des intensités plutôt rapides sur piste avec 2 séries de 5 fois 300 et j'ai fini pour rajouter 2000 mètres à allure marathon. Et c'est sûrement le jeudi qui est le plus intéressant. Je voulais être tranquille avant la formation, passer une belle séance clé. Et du coup, là, j'ai fait 10 000 plus 8000 à allure marathon. Donc c'était le même volume que le 3 fois 6000 au total, mais réparti différemment avec des blocs un petit peu plus longs. Et ça, c'est aussi une difficulté qu'il faut prendre en compte. Il n'y a pas que le volume total, il y a aussi quelle est la fraction la plus longue que je vais travailler. Et là, j'avais fait quoi? J'avais changé de chaussures. J'étais passé sur des KD 900 de Decathlon. Et surtout, j'ai diminué mon pace. Je me suis dit que ouais, 4 au kilo, ça passe, mais ça me semblait difficile à tenir sur 42 bornes. J'ai testé 4,05 et 4,05, j'ai senti une énorme différence. Ma FC, elle a baissé bien de 2-3 pulses. Et j'étais vraiment en RPE bien plus confortable. Donc je me suis dit, bah, peut-être que c'est 4,05 qui me convient bien. On va partir sur un truc très raisonnable parce que bah, les marathons, vu que globalement j'ai préparé du trail et de l'ultra après, je voyais pas l'intérêt de tenter le diable et de tenter l'explosion. Je voulais vraiment m'assurer, bah, enfin en tout cas j'avais vraiment l'objectif de ne pas péter sur le marathon. Donc j'ai préféré redescendre à 4,05. Et je pense que c'était un bon choix avec le recul. Donc voilà, on voit que j'ai fait un petit run le vendredi, le samedi, petit run après la formation, et dimanche, c'était difficile avec la route de courir. Donc c'était un jour off. Je vais pas dire que c'était un jour de récup, parce qu'il y a eu quand même de la fatigue, et ça, c'est un peu le défaut qu'on peut avoir de dire, c'est tu cours pas, c'est un jour de récup. Ouais, mais en fait, j'ai donné une formation avec Antoine, on a montré des exos, j'ai fait 3 heures de route, on est pas mal sollicité sur les formations, et ça vaut pas un dimanche dans le canapé. Donc c'était un jour off de sport, mais pas forcément de récup. Donc la semaine 11, c'était la deuxième semaine à 100 km. Là, il n'y avait pas de jour de récup. J'ai fait 7 jours d'affilée, 6 jours d'affilée de la course à pied et le dimanche du ski de rando. Le mardi, j'ai fait 5 fois 800 mètres en zone 5. Le cardio était bien monté, j'en avais bien bavé. Et après, j'avais fini par 2000 mètres allure marathon pour ajouter un peu de volume. Et le samedi, c'était sûrement la deuxième séance clé la plus importante de la prépa. Du coup, c'était, je l'appelle la progressive 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pardon, il manque le 2 dans le diapo. Et en gros, le but, c'était sur le 6 km de partir à 4,07. Et le 5 km, je l'ai fait à 4,05. Le 4 km, en tout cas, voilà, on grattait à chaque fois jusqu'à finir sur le 1 km en 3,48 peut-être. Et donc là, c'était quand même une séance très longue avec 2h12 pour 30 bornes. Et j'ai été hyper content de mes sensations et le fait d'être capable d'accélérer à chaque fois. Et je pense que ça, c'est hyper, hyper pertinent comme type de séance, notamment pour préparer un négatif split. Et voilà, j'étais bien content d'être avec des potes parce que là, on a pris 2h15 de flotte. Donc c'est vrai que là, ça vaut le coup aussi des fois
c'est le genre de séance que je pense que tout seul je bâche parce que j'en avais marre de faire le même parcours de route autour de chez moi. Et le fait d'être à 4-5 potes, à peu près dans les mêmes allures, bah, ça fait clairement la diff pour s'entraîner. Et ça aussi, bah, c'est, je pense, un vrai levier sur la préparation, c'est d'avoir eu des potes à côté de chez moi qui préparent la même course, le même jour, à peu près au même pace. Du coup, c'est vrai que c'est un vrai plus motivationnel sur la prépa. Voilà, la semaine 12, là j'ai diminué un tout petit peu mon volume parce que du jeudi au dimanche, j'étais en stage avec la Colibri Academy où du coup là j'ai le rôle de kiné et préparateur physique. Et du coup, j'ai fait un fartlek sur piste le lundi avec un pote. Donc là, c'était entre des 20 secondes. C'était une double pyramide, donc ça faisait 20, 30, 40, 50, 50, 40, 30, 20 avec des récup un petit peu différentes. Et la grosse séance clé, et ce sera la plus grosse de ma préparation, ce sera le mercredi avec 15 bornes à allure, récup, j'ai un doute, mais c'est peut-être entre 5 et 10 minutes. Et après, c'était 8000 à allure, donc ça faisait un total de 23 km à allure marathon, en testant aussi la nutrition comme le jour de la course. On en reparlera un petit peu après. Et du coup, après, l'avantage quand je pars en stage avec l'académie, c'est que bah, du coup, c'est que des trailers, donc on a eu le temps pour courir tous les jours, donc j'ai quand même pu faire un peu de volume, mais là, j'ai pas voulu passer l'intensité. Je me suis dit, je mets l'intensité avant ma grosse contrainte pro, et comme ça, je suis tranquille, j'ai plus qu'à faire de l'EF en fonction de ma fatigue, et j'ai pas voulu forcer. Voilà, tous les jours, j'ai fait 9 bornes, 6 bornes, 9 bornes et 10 bornes, donc c'était relativement facile. Voilà, donc là, la prépa, déjà quand j'ai passé le 15 plus le 8, je me suis dit, bon, c'est quand même bon signe. Évidemment, à la fin du 8, ça commençait à tirer un petit peu, notamment au niveau des ischios. Et puis le temps de rentrer jusqu'à chez moi, bah, ça avait fait une séance de 34 km, donc c'est quand même assez conséquent. Mais j'ai trouvé ça vraiment rassurant et je pense que je la reconseillerais à des athlètes qui tolèrent bien mécaniquement les contraintes. Ça, c'est aussi peut-être un point. Peut-être que chez moi, je pense le point fort que j'ai, c'est d'être capable d'encaisser des contraintes mécaniques. Et peut-être que mon point faible, ça va être l'aspect plutôt physiologique. Mais du coup, chez moi, c'était pas du tout un souci d'encaisser ce genre de volume d'un point de vue mécanique. J'ai pas eu de bobo du tout pendant cette prépa. Peut-être la semaine qui a causé des soucis, et du coup, c'était la dernière semaine de prépa. Et là, du coup, je voulais faire la troisième semaine à 100 km. Et là, vous voyez qu'il y a pas mal de orange. Le lundi, j'avais commencé avec 4 fois 2000 à l'heure marathon. J'ai explosé, alors que la séance, elle est quand même censée être facile. Enfin, j'ai explosé, j'ai dû tenir 4-7, un truc comme ça, mais vraiment des sensations affreuses. J'ai eu mal au bide en mangeant un gel, alors que d'habitude, ça se passe bien. J'avais le vent de face, le cardio qui montait, les RPE qui montaient. Bref, j'étais fatigué. Euh, et le samedi, pardon, et du coup, voilà, j'ai fait ma semaine. Et le week-end, c'était les championnats de France de trail au Ventoux. Normalement, je n'étais pas censé y aller. Finalement, j'ai pris la décision d'y aller un peu last minute. Et donc, j'ai fait le jeudi EF Trail plus la muscu. Le vendredi, j'ai fait une sortie trail de un peu moins de 2 heures. Et le samedi, je voulais faire ma séance clé. La séance clé, je voulais la faire avant de partir au championnat de France, mais à chaque fois, les conditions n'étaient pas bonnes. J'étais hyper fatigué, j'arrivais pas à la placer. En fait, j'ai fait l'erreur de faire trop de fois à vouloir la décaler. Et je pense que mentalement, et même c'était pas le bon choix de faire ça. Et je voulais passer 21 000 à allure. Et arriver à Malocène, pour ceux qui connaissent, c'est pas plat du tout. Et il y avait un vent de l'espace. Donc, j'arrivais pas du tout à savoir où passer ma séance. J'aurais peut-être dû prendre la décision d'aller la faire sur tapis. J'ai appelé une salle, mais il fallait que je prenne une voiture et j'avais pas ma voiture. Du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais la faire sur la piste de Malocène. Bon, c'était une piste cata, autour d'un stade de foot. Il y avait de l'herbe et du sable globalement. Donc, j'ai fait une fois 5000 autour. J'ai dit, bon, là, ça me saoule mentalement, c'est affreux. Et du coup, je suis parti faire un autre 5. Je me suis retrouvé sur la départementale à 80. J'ai dit, bon, allez, c'est bon, je bâche la séance. Et j'ai fini un peu en actif. Du coup, ma dernière séance que je voulais vraiment passer le 21 000 à allure parce que j'avais donné à des athlètes, c'était bien passé. Bah, je ne l'ai pas faite. Et du coup, ça m'a mis un peu le doute mentalement. Et puis le dimanche, c'était le suivi des championnats de France. Et pour ne pas avoir à courir ce jour-là, parce que fallait faire le suivi des courses, plus rentrer le soir, je me suis dit, bah écoute, le soir, tu doubles, comme ça te fait une journée à 35 bornes. Et puis le dimanche, t'es tranquille. Donc voilà, je pense que c'est la semaine quand même qui a posé souci, parce qu'il y avait de la fatigue, une bonne contrainte mentale par rapport au taf, au déplacement, etc. Donc je pense que c'est peut-être la semaine qui était un petit peu sur le fil et qui aurait nécessité d'avoir peut-être un avis extérieur et peut-être voilà, des petites modifications, un peu plus de repos,
ou avoir un peu plus de sérénité. Je sais pas, peut-être Antoine, tu pourras rebondir quand j'aurai fini là-dessus, ce qui, toi, t'aurais pu modifier. Voilà, en tout cas, c'était 100 bornes et aussi il y avait à peu près 2004 de dénivelé. On passe sur la semaine. Du coup, j'ai fait 2 semaines d'affûtage. Et du coup, là, je suis passé à 60 km. On respecte toujours la règle de l'affûtage entre 60 avec une baisse entre 40 et 60% du volume. On garde les intensités et de la fréquence. Mais j'avoue que là, j'avais qu'une envie. J'étais rôti. J'en avais marre de faire de la route. Mentalement, c'était vraiment. J'en pouvais plus de faire la route. Et du coup, j'ai décidé de faire 3 jours off de course à pied. Ça m'a fait beaucoup de bien de faire un petit peu autre chose. Et du coup, voilà, j'ai fait une semaine relativement classique. Le 1er avril, je me suis mis une PMA en côte parce que j'en avais envie en trail. Et puis après, voilà, c'était plutôt des séances faciles avec un rappel d'allure marathon le samedi. Je ne l'ai pas noté. J'ai un trou, mais il me semble que c'était 6 000, 4 000, 2 000. Donc ça faisait 12 km à allure marathon. Et puis j'ai fait une sortie trail avec des potes le dimanche. Voilà, parce que encore une fois, le trail, ça me pose beaucoup moins de fatigue d'un point de vue mental. Je trouve ça tellement mieux que la route où c'est quand même un petit peu barbant. Voilà, et la semaine de course, avec le lundi un footing, donc là j'ai pas doublé, c'est juste que ma montre elle a bugué, donc c'était un footing de 7 bornes. Le mardi, j'ai fait off. Le mercredi, j'ai fait une muscu. Et en fait, là, le mardi, mercredi, c'était assez particulier parce que j'ai rejoint Gauthier pour qu'on crée du contenu et qu'on tourne des exos pour la structure. Donc, le mercredi, pas le choix, il fallait faire de la muscu. J'ai l'habitude de faire une potentiation. Donc, c'est-à-dire le même principe qu'un déblocage en course à pied, mais en muscu à J-3. Bon, là, c'était J-4 du coup. Mais voilà, le lendemain, j'ai quand même senti quelques petites courbatures. Donc, j'étais un peu dans le doute. Voilà, le jeudi, j'ai fait un petit footing. Vendredi, j'ai fait off. Et vendredi, on a fait off parce on est allé en train jusqu'à Milan depuis chez moi. Le samedi, un petit déblocage avec les potes. Donc, c'était EF et 4-5 lignes droites d'accélération de à peu près 30 secondes. Et puis, après, l'échauffement et le marathon. Ah oui, pardon, j'ai oublié le mercredi, là. Le jeudi, pardon, j'ai fait 3500 mètres à allure marathon. Ça, du coup, c'est le volume de la prépa. On voit bien ici une phase d'augmentation progressive d'un point de vue mécanique. Donc là, clairement, sur cette partie-là, où on était à moins de 100 km aux alentours max des 80, il y avait beaucoup plus de sports croisés avec du ski de fond, du ski de rando. Et sur cette partie-là, beaucoup moins de sports croisés parce qu'en fait, moi, j'avais du mal à. Enfin, déjà, 100 km sur route, ça prend du temps. Et donc, rajouter du ski de rando, du ski de fond, c'était quand même compliqué parce qu'à côté, il faut garder la muscu. Voilà. Donc, il y a un moment, il faut faire des choix. Donc, plutôt sport croisé et ici, plutôt dans le spécifique. Et là, on voit en fait à chaque fois qu'il y a des baisses de volume, c'est souvent parce que ici, c'était le 10 km. Ici, c'était la Sotaroc, donc le trail à Montpellier. Et ici, c'était la formation. Donc, en fait, à chaque fois que j'ai des contraintes, je baissais un petit peu le volume de course à pied. Voilà. Avant qu'on passe au ratio d'efficience, tu voulais rajouter une critique, Antoine, sur les semaines de prépa, notamment celle qui a été problématique, celle-là peut-être? J'avais noté deux, trois trucs. Déjà, je voulais rappeler quand même à tout le monde que Théo, comme il disait, il tolère très bien la charge mécanique. Donc, il peut se caler des séances, plusieurs séances à trois intensités, voire quatre par semaine. Ça, évidemment, c'est à pas forcément reproduire chez soi. Il faut être sûr que soit vous, soit l'athlète que vous entraînez puisse tolérer cette charge mécanique sans problème, parce que mine de rien, c'est pas rien non plus, comme pour les semaines à 100 km qu'il nous a montré juste avant. Et pareil pour les séances P, chez des débutants, on va rarement conseiller 23 bornes à allure marathon, évidemment. Ça, c'est à prendre pour des coureurs qui sont expérimentés et ceux qui tolèrent bien le volume. Et en tout cas, je voulais rappeler justement que c'était, comme avait dit Théo juste avant, l'adaptation de la planification à la vie perso, même à la maladie, aux vies professionnelles, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important pour diminuer les risques de blessures. Théo, il se connaît très bien, donc il a tout adapté en fonction. Et ça, c'est vraiment important d'avoir cette vision-là et pas que penser à l'entraînement, mais bien au reste.
Et pour couronner ça, justement, Théo l'a bien dit que les jours off, bah, si c'est un jour où il y a beaucoup de charges de travail à côté, bah, c'est quand même pas pareil qu'un jour off tranquille. Donc ça, c'était important et à rappeler. Et ouais, concernant les championnats de France, bah, c'est vrai que c'est pas une semaine simple. Ce qu'aurait pu être pourquoi pas intéressant, c'est de limite de changer du cycle habituel et pourquoi pas réfléchir autour d'un 15 jours de cycle un peu spécifique, 5 jours d'assimilation autour des championnats de France. Et pourquoi pas faire un rappel 2-3 jours après, avant de reprendre l'affûtage. C'est peut-être quelque chose qui aurait pu être intéressant de varier le cycle habituel. Après, ça, c'est vraiment hyper individuel et bah, on ne sait pas si c'est mieux tant qu'on l'a pas testé. Donc c'est quelque chose qui aurait pu être intéressant. Ouais, ouais, bah, c'était le problème d'avoir pris ma décision 5 jours avant le championnat de France. Du coup, ça a un peu tout chamboulé. Et quand je voulais les passer, mes séances juste avant, en Mm. fait, la météo était vraiment horrible, genre pluie, vent. Et j'étais tout seul à faire la séance. Et je me suis dit, en vrai, si j'y vais, je vais au carton, c'est sûr. Du coup, j'ai fait que de la décaler. Et c'est vrai que ça m'a pas aidé d'avoir mauvaise météo, fatigue, plus contrainte de déplacement. Mm. C'est vrai que c'était pas Mais c'est l'idéal. là où on voit qu'il y a tout qui compte parce qu'il y avait sûrement l'impact du stress aussi. On voit que c'est une semaine où il y a beaucoup de orange et de jaune. Franchement, celle-là, quand on la voit sur Nolio, moi, ça me fait une crise d'angoisse limite quand je vois ça. Donc c'est là, je pense qu'il y a le stress qui joue, la fatigue cumulée, tout ça qui joue. Donc c'est vrai que c'est d'autant plus difficile de caler ça. Mais en même temps, il n'y a pas trop le choix parce qu'on est à 3 semaines du marathon et il Et faut oui. bien caler des séances clés. Donc, Ouais. Et après, petit truc que j'ai pas trop précisé sur la muscu, du coup, j'ai fait quasiment que de la force, donc soulever lourd avec peu de reps. Et au début, j'étais sur du demi-back squat, et puis je me suis fait commenté par un de nos entraîneurs aussi, François, qui disait ah, tu descends pas assez bas et tout, machin. Et c'est vrai que moi, je suis hyper limité par mon amplitude, notamment de cheville. Et du coup, j'ai décidé de plus faire des demi, mais de faire des fulls. Et du coup, il m'a corrigé pas mal de fois sur la technique. J'ai envoyé les vidéos à chaque fois. Donc, sur le demi, j'étais à 94 kilos sur mes séries. Et du coup, je suis redescendu à peut-être 70 kilos sur le full back squat. Alors, qui est un full assez faible amplitude. En tout cas, j'essaye juste de casser la parallèle, mais clairement, je ne viens pas mettre mes fesses au sol. Et petit à petit, j'ai réussi à remonter. À la dernière séance, j'ai réussi à remonter à 90 kilos en full. Donc, ça, c'était aussi un bon marqueur, je pense, de progression sur la muscu avec une technique qui était un petit peu plus propre. Mais j'ai fait le choix de ne pas faire d'endurance de force, de rester que sur la force. Parce que voilà, j'ai le matos en plus sur ma terrasse. Donc, j'arrive à faire des séances courtes et qui sont normalement efficaces. Donc, c'est vrai que c'était un petit point en plus que j'ai pas trop détaillé avant, quoi. Peut-être aussi autre point que j'aurais dû vraiment plus développer, c'est la mobilité. J'en ai pas fait assez, je devrais en mettre plus, mais c'est le défaut aussi de la discipline quand on se met ses propres séances. Mais clairement, il y a un gros enjeu en plus sur la course sur route avec de l'amplitude, notamment d'extension de hanche, où moi je suis pas très bon. Et bah, quand on court sur route, évidemment, il faut une extension de hanche pour avoir de l'amplitude dans sa foulée. Donc ça aurait été aussi un truc à bosser. Et je pense que je vais pas dire que ça double la récupération, mais je pense que ça peut être un petit plus, en tout cas, dans la perception qu'on peut avoir dans son corps sur le phénomène de récup, quoi. Mais bon, il faut et de la euh, je- discipline à le faire régulièrement. Ça, c'est le problème quand on s'entraîne tout seul, comme tu Ouais, disais. ouais. Et je reviens sur le côté renfo. Ça, c'est vrai que bah, on en parle énormément dans la formation qu'on donne sur la préparation physique du coureur, évidemment. Mais le côté travail de la force, au niveau de la durabilité dans les sports d'endurance, c'est vraiment un game changer. Et apprendre à le développer, je trouve que pour les coachs, c'est vraiment quelque chose qui change la pratique et qui change les résultats et aussi l'aspect durabilité et tolérance à l'effort. Donc vraiment intéressant à mettre en place. Et c'est vrai que le travail de force max, c'est quelque chose qui est, à mon sens, primordial, hein, même dans l'endurance, quoi. Surtout dans l'endurance, j'ai envie de dire. Ouais. Et du coup, pour rajouter un petit truc aussi, donc c'était un truc assez classique où, au final, sortie d'hiver, bah, je remonte tranquillement le volume, je fais des hautes intensités pour développer bah, plutôt le domaine élevé ou sévère, et ensuite après j'allais plutôt sur bah, des allures de plus en plus lentes et plus en plus longues pour être sur bah, l'allure spécifique marathon, donc c'était un schéma assez classique. Et du coup, je voulais vous montrer un truc qui est vraiment assez pertinent. C'était du coup pour chacune des séances à allure marathon. Donc là, c'est des screens d'un tableur qu'on a. C'est à chaque répétition. Donc là, j'ai mis la distance à chaque fois. Donc là, vous avez le total de l'allure, enfin, le nombre total de kilomètres à l'allure sur la séance, pardon. Et du coup, à chaque fois, je mettais pour la rep l'AFC moyenne et la vitesse en kilomètres heure. Parce qu'ensuite, on calculait le ratio d'efficience qui est donc l'AFC moyenne divisé par la vitesse moyenne. Donc ça fait un chiffre qui est de l'ordre de à peu près 10. Et donc plus il est bas, plus ça veut dire que vous êtes efficient. Et du coup, ce qui était intéressant, c'était de voir quelle était la dégradation entre la première et la dernière rep.
Donc là, j'ai fait ça sur ma première séance qui était plutôt de l'introduction 3 fois 3000, ensuite 3 fois 4000, 3 fois 5000, 3 fois 6000. Donc là, c'était simple, on gardait les 3 reps à chaque fois, on augmentait juste la durée de chaque répétition. Et puis à chaque fois, bah, j'hésitais pas à mettre un petit commentaire pour voir quand il y avait des trucs importants. Donc là, je pense que sur piste, forcément, il faut le noter parce que ça aide. Et puis là, j'étais à J+3 de la saute à rock, donc forcément, il y avait aussi un peu de fatigue. Donc c'est pour ça qu'on voit d'ailleurs que j'ai une dégradation qui est beaucoup plus élevée. On en a 3,75 alors que là, on est à 0,30, là, on est à moins 61, et là, on est à 0,81. Donc, on est plutôt aux alentours des 0 entre 0 et 1, et là, d'un coup, on passe à 3,75. Ça peut s'expliquer avec la course 3 jours avant. Et là, du coup, c'était les Et dernières séances. Ah, pardon, vas-y. ouais, vas-y, je rebondirai après. Et du coup, là, c'était les séances un peu plus costauds, mes 3 séances clés, on va dire, allure marathon. Donc, c'était 10 000 plus 8 000. Là, on voit une dégradation de 1. Là, du coup, c'est ce que je vous avais dit, test des chaussures et baisse de la vitesse. Donc là, on n'est plus aux alentours des 15, mais plus des 14, 60, 70. Euh, voilà. Et là, on voit, par exemple, là, qu'on est plus à 66 BPM, alors que là, on est plus à 63. Là, on est plus à 60, 160, etc. On voit qu'il y a une baisse de l'AFC directement avec la baisse de l'allure pour quelques secondes au kilo. Donc ça, c'était le 6000, 5000, 4000, 3000, 2000, 1000. Donc on voit bien que la vitesse, elle augmente progressivement. L'AFC, elle augmente aussi progressivement. Et donc on voit une dégradation un petit peu plus haute parce que je pense que là, voilà, effectivement, sur le 1000, je suis forcément moins économe moins efficient, pardon, que sur les allures marathon. Ma dernière séance clé, qui était 15 000, 8000, où là, je pense que le ratio de dégradation était assez bon. Voilà, et puis là, je vous ai mis du coup euh, les 4 premiers splits de 10 000 le jour du marathon, où on voit du coup que je suis à 160, 161, 162 et 165 BPM. Donc là, on voit bien, et je vais vous le montrer après, que la dérive est arrivée assez tard sur le marathon. Bon, j'ai pas mis les 2 derniers kilomètres parce que là, pour le coup, j'étais à bloc à peu près, enfin à bloc de ce que je pouvais. Voilà. Et je voulais juste rajouter qu'il y avait quelque chose qu'on pouvait calculer en plus, c'était le découplage au sein d'un intervalle. Et ça reste vachement intéressant. Par exemple, sur le 15 000 du 15 000, 8000, euh, si on voit qu'il y a un découplage entre le début du 15 000 et la fin du 15 000 qui est trop important, on pourrait se dire, ok, l'allure, c'est une allure qui pourrait pas tenir, par exemple. Ou à l'inverse, si on voit peu de découplage au niveau FC entre le début et la fin, bah, on dit, ok, finalement, la vitesse qu'elle a, c'est quelque chose qui va pouvoir tenir sur le long terme. Donc ça, c'est aussi quelque chose intéressant à regarder, c'est la différence entre les répétitions et même au sein d'une répétition, évidemment si elle est suffisamment longue. Ouais, du coup, c'est bien la différence entre là, ici, moi, je vous parle d'une dégradation entre les séries. Mm. Alors qu'Antoine, quand il parle de découplage, c'est une dégradation Sein d'une à série. l'intérieur d'une Mm. seule série. Et du coup, ça peut être aussi des facteurs qui sont intéressants à regarder. Et pourquoi en fait on calcule ça? Parce qu'après, on a ce visuel-là. Donc là, en rouge, vous avez l'efficience moyenne de la séance. En bleu, le chiffre avec la dégradation à peu près sur la séance entre la première et la dernière série. Et puis, vous avez en vert le volume total d'exposition au marathon. Donc là, bah forcément, c'est 40, mais c'est un peu cheaté, il faudrait cacher cette partie-là. Et on voit bien qu'il y a une espèce d'escalier où on va augmenter l'exposition à l'allure marathon de plus en plus. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, ça me servait aussi notamment pour mesurer la fatigue, parce qu'en fait, quand vous suivez un athlète à distance, c'est pas toujours facile. Des fois, il fait pas bien le débrief. Puis des fois, l'athlète, il a du mal à dire, à exprimer clairement ses sensations ou quoi. Et en fait, de calculer ce ratio, ça peut permettre de voir qu'il y a une fatigue qui s'installe ou pas, ou plutôt que l'athlète est en forme. Donc ça permet d'être un élément complémentaire sur une prise de décision que moi je trouve assez intéressant. Tac. Est-ce que tu voulais rebondir sur la prépa avant qu'on parle de la course ou pas du tout? Non, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais fait. Sinon, après, ouais, entre guillemets, un schéma plutôt classique, comme tu l'as dit, en partant du moins spécifique qui est la très haute intensité pour aller jusqu'à l'URSP. Donc, vraiment quelque chose de très cohérent. Je pense que c'est vraiment ce même type de prépa de toute façon qu'on aurait fait chez tous les coachs CAP de toute façon. Ouais, et puis encore une fois, et Antoine l'a dit tout à l'heure, mais les prépas sont pas du tout les mêmes entre quelqu'un qui va viser 2h30, Mm. 2h45, 3h, 3h15, 3h30, 4h. Voilà, quelqu'un qui cherche à finir en 4h30. Clairement, il n'aura pas autant de volume, pas autant d'intensité que ça. Et quelqu'un qui va viser encore un chrono plus rapide, peut-être 2h30, 2h40, bah, c'est sûr qu'il y a un moment, il faut y passer, bah, faut faire un petit peu plus de volume. C'est pas non plus la peine de tomber dans l'excès, mais c'est clair que sur marathon, c'est l'exposition
au volume à la semaine et de faire des sorties longues, clés, bah, c'est sûr que ça va clairement avec la performance. Du coup, on va parler rapidement de la course. Donc là, bon, voilà, c'est la photo avec les potes la veille de la course. Je voulais vous présenter rapidement le parcours par rapport à Paris, qui était le même week-end, à peu près dans les mêmes conditions. Par contre, le dénivelé, il était divisé par 3. Il me semble que Paris, c'est 260 ou 300 mètres de dénivelé. Là, on avait 80 mètres de dénivelé. On voit le profil. J'avais vu une vidéo, ils avaient dit, ouais, le début, c'est plutôt profil ici descendant. Après, c'est profil montant. Le deuxième split de 10. Après, ça remonte et le dernier descendant. Bon, la vérité, c'est que moi, j'ai trouvé ça complètement plat. À part un passage de pont ou deux. À un moment, il y a le passage au 19, 18e, on est sur l'autoroute, on descend sous un pont, on remonte. Bon, là, c'est dur, mais globalement, c'est quand même extrêmement plat et les conditions étaient parfaites. On ne va pas chercher des excuses. Il faisait 13 à 14 degrés, c'était légèrement couvert, il y avait un fond de vent. Mais globalement, je trouvais ça presque agréable. Alors quand on l'avait de face, c'était pas très agréable, mais globalement, ça faisait de l'air, c'était plutôt bien. Et puis, il y avait 14 000 coureurs. Du coup, j'étais dans le SAS 1, donc c'était hyper bien parce que du coup, c'était que des gens qui allaient sous les moins de 3 heures, donc il n'y avait pas du tout de bouchons. C'était assez homogène comme niveau. Alors, les 5 premiers kilomètres, il y a un peu de monde, mais après, ça laissait vraiment la place. Voilà, donc du coup, c'était le parcours globalement. Par contre, voilà, pour ceux qui hésitent peut-être l'année prochaine entre Milan et Paris, d'un point de vue perf, c'est vraiment top. Par contre, d'un point de vue ambiance, je pense que c'est clairement mieux Paris pour la magie du marathon. Où là, globalement, du 19e au 30e, bon, c'était un peu calme vers San Siro. Mais bon, c'était quand même très chouette. Du coup, ça, c'est ma courbe FC pendant la course. Donc, on voit en fait que j'ai fait une moyenne à 162 qui correspondait à ma FC moyenne sur les séances à allure marathon. Donc, moi, je surveillais ma montre et du coup, j'étais là, ok, bah, je suis pile dans mon cardio. J'étais hyper content en fait jusqu'au 20e. Le cardio, il n'a pas pris une pulse et du coup, c'était bah, hyper rassurant. Je me suis dit, bah, là, je dérive pas, je suis bien, c'est qu'il n'y a pas trop de fatigue. Et puis, quasiment jusqu'au 30e où j'ai décidé d'essayer d'accélérer un petit peu. Alors j'ai eu dans mes RPE l'impression d'accélérer beaucoup plus que ça. Dans les faits, j'ai gratté 1 ou 2 secondes, mais c'était déjà pas mal. Et du coup, là, ce qui s'est passé pendant la course, du coup, j'étais avec deux potes et ça nous a vachement aidé de courir à trois parce qu'on visait le même chrono. Du coup, c'était hyper bien pour se réguler. Pourquoi pas passer quelques relais, même si je pense qu'il n'y avait pas un grand rôle aéro vu les allures qui restent modérées. Voilà, et en fait, au 21e, j'étais hyper bien et je me suis dit, bah, en fait, la question, je prendrai pas de mur aujourd'hui. La question, c'est à quel moment j'accélère. Et au 26e, j'ai failli partir et j'ai attendu le 35e pour essayer d'accélérer un petit peu plus. Et je pense clairement que c'était le bon choix parce que d'accélérer pendant 17 bornes, ça risque d'être un petit peu dur avec la fatigue qui pointe le bout de son nez. Donc voilà, les deux potes là, ici à qui j'ai couru. Et donc là, en fait, on voit les splits. Moi, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc on voit le premier split de 5 km, 4,06 de moyenne, 4,06, 4,06, 4,06, 4,05, 4,05, 4,05, 4,05, 4,05 et à la fin 4,04. Donc du coup, bon, c'était quand même, je pense, d'un point de vue pacing, hyper régulier. C'est difficile de faire plus régulier que ça, en tout cas sur le premier semi. Et après, du coup, on a pu accélérer vraiment très progressivement. Et donc ça, c'était vraiment assez cool. Il y a quelques kilos à la montre où on est à 4 au kill. Le seul petit problème qu'on a eu, et on est tous les trois, c'était qu'en fait, nos bips de montre étaient largement avant les panneaux de course. Donc en fait, on prenait un poil de retard sur la montre. J'avais pas forcément 4,06, j'avais plutôt 4,04, 4,05 sur les splits. Et du coup, au total, je dois avoir 42 bornes, 500 ou 600. Donc ça, voilà, pour les passages, c'était pas le plus simple. Du coup, j'ai décidé d'arrêter d'un peu regarder la montre et de me caler plus sur les panneaux de la course en faisant des laps manuels. Et donc, ce qui était intéressant aussi à calculer, c'était de comparer ma vitesse de course à celle de ma vitesse critique. Et du coup, ça correspond à peu près 90,5%. Je sais pas si tu voulais rebondir, Antoine, là-dessus. C'était ça que je voulais parler. C'est quelque chose qui est vachement intéressant, ça, pour planifier les allures marathon avec vos athlètes. On sait qu'il y a des études qui sont sorties, on en parle dans la formation coaching qui va sortir bientôt d'ailleurs, où on sait qu'en fonction du profil de l'athlète, l'allure marathon, elle va être entre 85 et 90.
voire 93 à 95% vraiment chez les athlètes expérimentés et très orientés marathon. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'avec un test de vitesse critique qui permet déjà de planifier les zones, ce qui est déjà hyper utile, ça permet en plus d'avoir vraiment une estimation de l'allure marathon en fonction de l'athlète. Donc c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant. Et là, ça se confirme avec Théo. Et puis bah, en tout cas, c'est là où on voit aussi que ça a été très bien choisi parce que bah, quand on voit le léger négatif split et la stabilité presque totale sur tout le marathon, on voit que l'allure a bien fait peut-être d'être un peu ralenti par rapport à 4 au kill, Mm, mm. mais en tout cas qui a été très bien choisi sur ça, quoi. Ouais. Ouais, ouais, carrément. Et je pense que, voilà, même si de base j'étais parti sur 4 kills, c'était peut-être un peu plus stylé de passer sous les 2,50 parce que ça donne à peu près 2,48. Comme je suis pas prêt d'en refaire un, j'étais très content de valider un sub 3 heures. Et dans ma tête, la veille, je suis parti en me disant, j'avais peur. Et je me suis dit, mais en vrai, je sais que ça va tenir quelques kilomètres, mais est-ce que ça va tenir jusqu'à la fin? Et je me suis dit, bah, je préfère ralentir s'il faut, c'est pas grave. Ce que je voulais, c'était vraiment valider un moins de 3 heures et kiffer ma course. Et bon, au final, il n'y a pas eu besoin de ralentir. Donc voilà. Et le Euh, prochain, finalement, ce sera l'année prochaine. non, on va attendre un peu plus. Du coup, ça c'était aussi un truc important, enfin pour en parler avec vous, c'était l'alimentation. J'ai pris 8 gels pendant la course. J'ai mis la marque, mais enfin, vous faites bien ce que vous voulez. C'était des NAC Boost de 25 grammes. Du coup, moi, ce qui est important, c'est que c'était un goût neutre. Donc, pour moi, ça, c'est très bien. J'avais pris une flasque avec du sirop dedans. Je l'ai jeté au 30e. Je l'ai jeté pas dehors. J'ai jeté à des amis qui étaient là. Parce qu'en fait, je portais la gourde pour rien. Et du coup, je prenais que de l'eau au ravito. Et globalement, ma stratégie, c'était hyper simple. Et il y en a plein qui font ça. Il n'y a rien de novateur. C'est de prendre un gel juste avant le ravito, qui sont généralement tous les 5 kilomètres. Donc, 4,5, 9,5, 14,5, 19,5, etc., etc. Ce qui permettait de faire un apport d'à peu près 70 grammes par heure. Je savais que ça passait bien l'entraînement. Je sais qu'en trail, ça passe bien. J'ai une espèce d'estomac de Doberman, je pense. Donc, j'ai plutôt de la chance et du coup, bah, j'en ai profité. J'aurais pu être un peu plus agressif. Là, sur le semi de 2025, j'avais fait 85 grammes. Mais là, c'était plutôt un problème de comment le porter sur moi parce qu'en fait, 8 gels, c'est déjà gros dans une ceinture. Et je voulais pas compter sur des amis que j'avais croisés sur le parcours parce que je me suis dit, s'ils ont un problème de métro, etc., je voulais pas risquer une hypo. Donc, je me suis dit, je prends tout sur moi. Et voilà, j'ai réussi à tout manger jusqu'au bout. Donc, ça, c'était aussi un point important. Et ça, on le voit chez certains athlètes ou un de nos potes qui a eu un peu plus de mal sur la fin aussi parce qu'il y avait un peu moins de glucides à l'effort. Et on sait que le sweet spot, c'est entre 60 et 90. Et si on peut monter un petit peu plus, bah, ça peut favoriser la perf s'il n'y a pas de troubles digestifs, évidemment. Mm. Ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important aussi et de primordial d'ailleurs sur longue distance. Et le travail de la nutrition, le gut training, c'est primordial. Enfin, il faut pas l'oublier. Et puis, bah, quand on sait la consommation de glucides à l'heure, il faut vraiment essayer de compenser ça le plus possible en fonction de la tolérance. Et donc, c'est pour ça déjà qu'il faut être sûr des capacités que vous avez à tolérer et du coup à le mettre en place en fonction de ça. Voilà, donc ça, le chrono final, du coup, 2,52,04. Et du coup, voilà, ça fait 4,04 de moyenne selon le chronomètreur de la course. Et du coup, bah, ce qui est trop cool, c'est que j'ai pu partager mon arrivée et toute la fin avec Xavier. Donc ça, c'est vrai que bah, c'est aussi un petit cheat code, c'est de courir à deux potes. C'est tellement motivant de pouvoir s'encourager. Des fois, à un moment, j'ai dit, bah, je peux plus accélérer. Lui, il me disait, si, si, vas-y, accélère. Et puis, vice-versa. Et du coup, bah, de finir ensemble, c'est quand même sacrément cool, ça fait des bonnes émotions à l'arrivée. Et puis voilà, du coup, ouais, une autre photo d'arrivée, mais globalement, bon, les apprentissages, je pense qu'il y en a plein à retenir. C'était le double tempo seuil, le protocole qui était assez intéressant, l'exposition au volume qui était hyper intéressante aussi, de bien réussir à ralentir et d'être raisonnable sur les allures d'entraînement et de se dire, bah, en fait, j'arrête de foncer tête bêche si c'est pas l'allure qui semble la plus adaptés. Donc ça, je pense que je suis assez content de l'avoir fait. L'apprentissage, le dernier, bah, c'est la semaine au championnat de France où je pense que là, c'était une semaine de trop, une semaine de conneries où j'aurais peut-être dû me faire confiance et effectivement peut-être couper un peu plus tôt sur cette semaine-là, quitte à recharger un peu plus de J-15 à J-10, ça pourrait être aussi une stratégie. Je pense que ça, c'était une bonne idée. J'ai voulu forcer un peu et ça, c'était peut-être pas hyper bien. Après, bah, la question aussi, c'est de se dire, je pense que j'aurais dû plus manger à l'effort. 70, c'est bien, mais un peu plus, c'est encore mieux. Mais la problématique, voilà, je vous l'ai dit, c'est d'être capable de tout transporter sur soi. Et déjà, 8 gels, ça commence à faire. Et en fait, si dès le début, j'aurais pas pris de gourde, j'aurais pu prendre 10 gels.
mais je voulais ma gourde au cas où. Et au final, il n'y en avait pas forcément besoin, parce que Milan, il y a encore des gobelets par rapport à Paris, où je vais pas rentrer dans le débat, où c'est plutôt des bouteilles pour ceux qui sont en dessous de 2,50. Donc moi, j'aurais pas eu le droit à ma bouteille perso. Voilà. Je sais pas si Antoine, tu veux rajouter un truc ou si il y a des questions en particulier. Julien, je sais pas si tu as des questions ou quoi. Non, je trouve que c'était clair et on voit bien du coup toutes les qualités que tu as développées jusque-là, toutes les choses à pas rater justement à côté. Et puis comme tu disais, l'importance du travail d'allure spé et puis de volume surtout, qui est primordial et qui a été mis en place et pour que ça fonctionne à la fin. Mhm. Merci pour le débrief. J'avais peut-être une question sur l'indice d'efficience là. Ça te permet aussi d'objectiver une progression dans l'économie de course? Ouais, c'est un peu le but. En tout cas, est-ce que c'est l'économie de course ou ta capacité à tenir plus longtemps? Mais dans tous les cas, c'est quand même bon signe si ta FC, elle augmente pas au fur et à mesure des séances. Et en fait, il y a deux options. C'est de se dire, bah, mon ratio d'efficience, même s'il bouge pas, mais que ton volume total d'allure marathon monte, ça reste quand même signe de progression. Il n'y a Hmm. pas que le chiffre en lui-même. Tu vois, c'est que si tu restes à 11 tout du long, mais que tu passes de 10 km à l'heure marat à 23 à l'heure marat, bah, ça montre quand même que enfin, ça va dans le bon sens globalement. Je sais pas si je suis clair. Ouais, ouais. Et voilà, du coup, ça, je l'avais fait sur d'autres athlètes en fin d'année dernière, notamment pour Valence et tout, et on avait vu des belles progressions et aussi des fois des vraies différences de ratio d'efficience par rapport aux conditions, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, et notamment aussi les chaussures. Entre des chaussures, des super shoes et des chaussures très basiques, on peut voir des fois des différences Ok. sur ce ratio-là, quoi. Donc je dis pas que c'est un outil ultime sur la préparation au marathon, mais c'est un petit outil complémentaire, en plus des sensations, en plus de l'échange qu'il y a avec l'athlète, et c'est ouais, un petit plus qui est intéressant. Et voilà, je vais pas vous mentir, je le fais surtout pour mes athlètes qui sont bien impliqués dans leur préparation marathon et qui ont des objectifs assez ambitieux. Quelqu'un qui va préparer un marathon en 4 heures, je vois pas l'intérêt de calculer ça, quoi. On sait que en 4 heures, le but, c'est déjà de finir, d'être capable de courir tout du long sans marcher et sans trop rétrograder. Je pense que ça, voilà, c'est pertinent pour des athlètes qui sont pas à leur premier marathon ou qui visent déjà un chrono et qui sont habitués à faire des entraînements assez conséquents. Merci. Voilà. Et après, c'est un truc que je pense qui peut se faire aussi en trail. Il y a notamment, je crois que c'est Carol Speak qui s'en sert pas mal avec les watts, etc. Je m'en sers un petit peu moins en trail parce que c'est plus complexe par rapport à toutes les problématiques qu'on connaît, notamment la technicité du terrain, la fiabilité des outils. Mais voilà, sur route, je pense que c'est un truc Mm. qui est hyper cool à utiliser, quoi. Je pense que sur des trails roulants, tu peux t'en servir avec les capteurs de puissance, mais dès qu'il y a beaucoup de marge, ou alors chez les athlètes de haut niveau qui marchent très peu, mais c'est vrai qu'après, dès qu'on est au-dessus de 20-25%, ça devient plus compliqué. Je suis pas sûr pour que ta prépa diag, Julien, on s'en serve beaucoup de ce calculateur-là. Non, non, non. Euh, Capteur de puissance sur les marches, c'est pas terrible quand même. Voilà, je sais pas si vous voulez rajouter un truc, les gars, ou si on conclut là. Non, c'est tout bon. Ok, et bah voilà, du coup on arrive à la fin de la présentation. Pour tous ceux qui vont regarder en replay, bah, ça va être la majorité, clairement. En même temps, 19h30 un vendredi soir. Je pouvais pas autrement cette semaine, mais clairement, je comprends. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur Insta ou par mail. Donc, du coup, je le rappelle, c'est contact@cap-du6prévention.com. Et du coup, le but de tout ça, c'était aussi de mettre en avant ce qu'on faisait sur l'entraînement. Parce que du coup, Antoine en a parlé rapidement. On a déjà fait 2 éditions sur notre formation prévention et renforcement musculaire du coureur. Donc là, c'est plutôt à viser des coachs et des kinés qui veulent encadrer les coureurs plutôt sur la partie muscu, préparation physique, prévention. Donc ça, c'est 2 jours. On va refaire une date en novembre à Lyon. Et puis, la nouveauté, c'est que du coup, cette année, on va sortir une formation sur l'entraînement. Donc, c'est vraiment fait pour les kinés qui veulent se mettre à faire de l'entraînement pour leurs athlètes. Et là, du coup, ça va être une formation sur 6 jours en 2 sessions qui vont être séparées. La première, elle sera en novembre. Je te laisserai vite fait check les dates, Antoine, en même temps que je discute, si ça ne te dérange pas. Je les ai oubliées. Ça sera à Lyon aussi. Du coup, une première session de 3 jours.
avec des invités qui vont être hyper cool. Il y aura Antoine Gauthier et moi tout le temps. Et puis, entre les deux sessions, il y aura des webinaires avec un médecin, un entraîneur très connu qui viendra vous présenter un peu sa philosophie, Chloé qui travaille avec nous sur les particularités des athlètes féminines. Et puis on va aussi mettre en place un mentorat, c'est-à-dire qu'il y aura un des coachs de la structure qui vous appellera, on va voir exactement les modalités, mais plusieurs fois sur cette période-là pour répondre à toutes vos questions théoriques, mais aussi toutes vos questions pratiques. Le but, c'est aujourd'hui, on a fait, nous, au cumulé chez CAP, pas mal de formations. Et le but, c'est vraiment de faire une formation pratique où vous soyez vraiment capable d'entraîner et pas faire que du blabla sur la théorie, et vraiment mettre les mains dans le cambouis, les mains dans la programmation, on va dire. Et puis, il y aura une deuxième session qui sera en janvier, aussi à Lyon, 2-3 jours. Et sur une des deux sessions, il y aura un invité très connu, enfin très connu. Si vous écoutez ce podcast, à mon avis, vous le connaissez, c'est sûr, qui est très pointu sur les tests physio. Et du coup, voilà, c'est aussi l'intérêt de vous montrer notre philosophie de comment on entraîne, comment on a fait pour quitter. Moi, par exemple, j'ai quitté le cabinet et maintenant je fais plus que de l'entraînement et de la préparation physique à distance, mais aussi montrer des personnalités d'autres structures pour avoir un complément sur la vision, parce que clairement, on n'a pas la science infuse et c'est important d'aller prendre chez des différents professionnels et différentes philosophies. Voilà, et puis voilà, le but c'est de faire 6 jours hyper pertinents, espacés, et puis voilà, je sais pas s'il y a des trucs à rajouter, Antoine. Les- La date, c'est le 5, 6 et 7 novembre pour Ouais. les premiers 3 jours. Ouais. Et puis en janvier, c'est les 28, 29, 30 janvier normalement, si tout ça reste bien validé. Et non, non, je pense que tu as bien résumé euh, un mix entre la théorie qui est quand même primordiale dans la science de l'entraînement et la physiologie de l'entraînement en endurance, mais surtout mettre en place la théorie dans du pratique. Et c'est pour ça que le mentorat, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va être très intéressant pour le développement du coaching par la suite. Ouais, et du coup, le but aussi, ça, j'en ai pas trop parlé, il y a toute la partie théorique, toute la partie planification qui va être le socle de tout. On va aussi un petit peu parler de comment monter sa structure, comment je fais mes contrats, comment ça se passe, comment je fais le premier rendez-vous, parler aussi d'un point de vue juridique et légal, qu'est-ce que je suis autorisé à faire, qu'est-ce que je ne suis pas autorisé à faire, qu'est-ce que je mets dans mon contrat avec mon athlète, parce que oui, c'est quand même mieux d'avoir un contrat avec son athlète, comment je fais ma facture, etc. Et autre point, du coup, pour ceux qui seraient intéressés sur la partie formation, prévention et renfort, ça sera le jeudi et le vendredi 27 novembre, aussi à Lyon. Globalement, 26-27, ouais. 26-27 novembre pour celle-ci. ouais, et le but, c'est, bon, là, la salle avec qui on a fait l'année dernière, ça risque d'être chez eux aussi, mais ils vont peut-être déménager, mais c'est proche de la gare Pardieu. Et du coup, si vous êtes intéressé pour une des deux formations, n'hésitez pas à nous envoyer un message, pourra vous noter sur les shortlists. Et si vous êtes très intéressé par la formation coaching, on a prévu un petit questionnaire pour déjà cibler vos besoins au maximum et y répondre au mieux. Donc, il y a déjà pas mal de préinscrits, c'est assez cool dans ceux à qui on a pu faire la formation prévention et renfort qui viennent sur la formation entraînement, mais du coup, il restera encore quelques places même avant que ça soit lancé les inscriptions. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, ça risque de vite partir et on en est très content quand même. Voilà, c'est tout bon? Bah ouais, je pense, hein. Pas trop cool. Merci les gars, et puis je vais couper l'enregistrement.